reparle de cette vive émotion après la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique suite à l'incendie criminel de sa maison. L'extrême droite est pointée du doigt alors qu'il régnait un climat extrêmement tendu depuis des mois puisque le maire avait donné son accord à un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile. Démission qui intervient en plein débat hier soir à l'Assemblée nationale alors que les députés réfléchissaient à une commission d'enquête sur les groupuscules violents. Les parlementaires se sont tous levés pour rendre hommage à ce maire, sauf le Rassemblement national. Le maire de Saint-Brévin, victime, lui, de ce qu'il qualifie être un terrorisme d'extrême droite, puisque son domicile a été incendié parce qu'il défendait l'installation d'un centre d'accueil et de demandeurs d'asile. Et donc, des événements de cette nature nous interpellent. Pas debout, les mecs ! Vous ne levez pas là-bas ! Vous faites quoi là ? Et alors ? Et alors ? Et alors ? Et alors ? Voilà, Najat Vallaud-Belkacem, on entend les parlementaires interpeller les députés RN. Ça vous choque qu'ils ne se soient pas levés ? Mais c'est une illustration de plus de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces actes sont signés en fait. C'est évident, ils sont cautionnés. Ce qui s'est passé à Saint-Brévin, ils sont cautionnés par l'extrême droite. Vous dites que le Rassemblement national cautionne l'incendie de cette maison ? Non, ce qu'il cautionne, c'est la création de ce climat de tension aiguë que vous venez d'évoquer et qui a conduit à l'incendie. Mais honnêtement, la part de responsabilité du Rassemblement national et de Reconquête en particulier, elle est tellement évidente. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est à eux qu'il faut poser la question. Se sentent-ils responsables ? Que sont-ils prêts à changer dans leur mobilisation, les discours qui sont les leurs, la haine qu'ils relaient à longueur de journée, si on ne veut pas que se reproduise ce type d'actes qui sont en effet des actes de terrorisme d'extrême droite. Je les qualifie aussi de la même façon que le maire de Saint-Brévin. Christophe Barbier, c'est un élu de la République et quel que soit le projet soutenu, quels que soient les désaccords, on a attenté à sa vie. C'est là la limite de la normalisation du Rassemblement national, cet épisode qu'on a vu hier soir. Je crois que c'est plus large que ça. Il y a une contestation de la démocratie représentative des deux côtés de l'échiquier, dans tous les extrêmes. C'est-à-dire qu'on considère qu'un élu ou une assemblée d'élus n'a pas raison, n'a pas forcément raison. Et donc quand une assemblée décide quelque chose, eh ben on s'y oppose. On s'y oppose s'il le faut par la violence. On a vu ça franchement à l'extrême gauche comme à l'extrême droite sur des projets différents. Après, sur l'extrême droite, c'est encore plus virulent parce qu'il y a plusieurs moyens de s'opposer à un projet comme un CADA. On peut faire un recours devant un tribunal administratif. C'est légal, c'est doux. Des tas d'associations, tous les jours, font des recours contre des projets. On peut faire une pétition, en essayant de convaincre des habitants de signer une pétition. Pourquoi pas? Quand on en est à la manifestation, au rassemblement, surtout en venant de loin de la commune pour faire une agitation un peu idéologique, là, on arme psychologiquement et idéologiquement des gens qui eux-mêmes vont peut-être passer à l'acte et mettre le feu ou casser ou détériorer. Et c'est cette chaîne-là que les partis doivent se refuser à engager, doivent briser. Et donc il faut que ces partis-là, Reconquête, le RN, mais on peut aussi prendre d'autres exemples à l'extrême gauche, renoncent parfois à des modes d'action parce qu'ils vont armer, ils vont donner envie, ils vont déclencher l'acte violent de plus extrême qu'eux encore. On vient d'apercevoir les images justement d'une des dernières manifestations qui a été organisée contre ce centre d'accueil. Si on peut revoir les images, voilà, des hommes en noir, cagoulés, des croix celtiques, ça rappelle furieusement ce qu'on a vu le week-end dernier. Évidemment. Ce sont les mêmes, c'est l'ultra-droite? Oui, ce sont les mêmes. Alors, je ne parle pas d'ultra-droite, mais d'extrême droite radicale. Alors, dites-nous quelle est la différence entre l'ultra-droite et l'extrême droite radicale? L'ultra-droite est un terme policier parce que la police n'a pas le droit de surveiller les agissements politiques des partis. Donc, ils ont défini qu'il y avait une ultra-droite et une ultra-gauche qu'ils avaient le droit de surveiller et de suivre. Mais on parle bien d'une extrême droite radicale. Ces mouvements, et là on le voit bien, la croix celtique, tout un tas de choses, évidemment, sont organisés sur Internet, sont organisés sur le terrain, sont organisés par des groupuscules qui, désormais, ont le sentiment qu'ils peuvent prendre la rue et gagner des victoires. On l'a dit en Bretagne, à Callac, ils avaient gagné une victoire et donc ils voulaient poursuivre. J'aurais tendance à dire pour ma part qu'il y a deux phénomènes qu'on est en train de vivre dans notre société. D'abord, une montée de la violence à l'égard des élus en général, c'est-à-dire de l'institution qui fait les élus. On l'a vu avec la claque à Emmanuel Macron, c'était aussi quelqu'un qui était un adorateur des combats du XIIe siècle. On l'a vu avec tout un tas d'éléments qui, en Allemagne, a mené à plusieurs morts déjà, de la part de l'extrême droite, jamais de l'extrême gauche.
Et il y a une différence entre la violence de l'extrême gauche et la violence de l'extrême droite. C'est plutôt dans les années 70 que l'extrême gauche avait franchi la barrière létale. Et en France, sur 30 ans, il y a 5 morts de l'extrême gauche, et on sait d'où ils viennent. C'est Isabelle Sommier qui a fait un très bon livre sur le sujet, et 50 à cause de l'extrême droite. Le rapport est de 10. Et l'extrême gauche s'attaque aux symboles, l'extrême droite s'attaque aux personnes, pour faire très rapide. Mais je vous ramène à ce livre excellent d'Isabelle Sommier sur le sujet. Donc, c'est pas la même violence. Et là, ce à quoi on assiste, c'est quand même la montée. Et vous parliez de la manifestation de samedi dernier. En effet, il y a la montée d'une extrême droite qui se sent de plus en plus pousser des ailes. Pourquoi elle se sent pousser des ailes? D'abord parce que la violence est de plus en plus acceptée et acceptable sur les réseaux sociaux, et donc quelque part dans la vraie vie aussi. Est-ce qu'elle l'est aussi par une libération de la parole xénophobe dans l'espace politique? D'abord parce que dans l'espace médiatique et politique, d'abord médiatique et ensuite politique, il y a une libération de certaines paroles. On l'a vu notamment à l'égard, il y a eu des recherches très bien faites par le CNRS sur, par exemple, la campagne de M. Zemmour et sa force dans certains médias. Ça, c'est un premier élément qui est non négligeable. Le lien entre les réseaux sociaux et des télévisions, notamment privées, a généré un rapport qui disait « alors c'est possible ». Ce que avant, moi, dans les enquêtes qu'on menait, ce n'était pas possible de dire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ça devient possible, et de le dire en public et de le dire sur les réseaux sociaux. Et de plus en plus, ça se compose également dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, c'est le fait de prendre la rue. Ils étaient 500 samedi dernier. D'habitude, ils sont 100. Pourquoi ils étaient 500 cette année? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, ils sont 5 fois plus? Parce qu'ils se sentent pousser des ailes. Parce qu'il y a une ambiance sociétale et sociale. Et il y a une responsabilité des politiques. C'est ce que vous dites dans ce climat. Évidemment qu'il y a une responsabilité et des politiques, d'un certain nombre de médias, mais aussi du fait que, en général, nos sociétés sont de plus en plus attirées par ce genre de phénomène. On les voit manifester, on les voit plus nombreux dans la rue, et effectivement, ces images, elles sont effrayantes. On les voit. Alors, attention, parce qu'effectivement, une enquête est en cours, l'extrême droite est visée, et pour l'instant, on ne sait pas si c'est l'extrême droite qui est derrière cet incendie. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que la menace de l'extrême droite de passage à l'acte violent est de plus en plus forte? Le problème, c'est l'internationalisation de ces mouvements. Depuis une dizaine d'années, et notamment grâce à Internet et à la fachosphère, ce qu'on appelle la fachosphère depuis 20 ans, il y a une internationalisation importante. Ces gens reprennent les thématiques, reprennent les éléments de langage et reprennent les modes d'action qui sont habituellement plutôt ceux des États-Unis. On l'a vu au Brésil avec un certain nombre d'actions extrêmement... Et maintenant en Allemagne, où des élus sont déjà morts, pour les mêmes raisons, ont déjà été tués par des éléments d'extrême droite, et dans d'autres pays d'Europe également. Donc cette internationalisation fait que oui, ce dont on a le plus peur, les services qui regardent ce que font ces gens-là, ou les chercheurs comme moi, ce dont on se prévient et on se dit c'est ça qui va sans doute arriver prochainement, c'est en effet soit des loups solitaires, soit des gens échappés de ces petits groupes, comme Maxime Brunerie il y a quelques années, mais qui réussiraient leur coup. Est-ce qu'elle est sous-estimée, cette menace, aujourd'hui, par l'État? Elle ne l'est plus, elle l'a longtemps été. Elle l'a longtemps été. Elle l'a longtemps été dans les années notamment 2010-2015. Ils nous appelaient, nous les chercheurs, pour savoir ce qui se passait. On leur disait, c'est un peu votre travail. Depuis quelques années, je crois que les services ont pris conscience, notamment depuis 2015. Je crois que M. Laurent Nunez l'avait d'ailleurs expliqué. Il y a une prise de conscience et à nouveau, ils ont un œil sur ces gens-là. Mais néanmoins, ces gens-là sont de plus en plus organisés, internationalisés et donc de plus en plus dangereux. Est-ce qu'il faut changer les textes? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut changer les textes pour empêcher ces démonstrations de force, pour mieux mettre hors d'état de nuire ou mettre hors d'état de se rassembler? A dit que désormais les manifestations de l'extrême droite seraient interdites. Mais la base juridique... Dimanche, il y en a une normalement qui est prévue. Bien sûr, mais la base juridique peut être contestée, puisque quand vous allez devant un tribunal administratif parce que le préfet a interdit votre manifestation, le tribunal il a besoin de choses concrètes. Et s'il n'est pas armé juridiquement, il annulera l'interdiction. C'est pas une solution pérenne dans tous les cas. Tous les chercheurs vous diront, si vous interdisez, si vous dissolvez, nous, on ne peut plus savoir qui est qui. Est-ce que finalement, il ne faut pas les rendre visibles pour savoir où ils sont, ce qu'ils font? Quelque part, les laisser visibles, mais mieux structurés. Et puis surtout, sociétalement, arrêter d'accepter un certain nombre de discours, peut-être. Très vite, Laurent Nunez, dont vous parliez tous les deux, qui était, avant d'être préfet de police, donc secrétaire d'État auprès de M. Castaner, et avant ça, patron de la DGSI. Et à la DGSI,
il fait partie de ceux qui ont renforcé les groupes Tout à fait. travaillant sur l'extrême droite, sur l'extrême gauche, sur la Corse, sur les Basques, parce que la menace est partout, mais extrême droite, extrême gauche et le renseignement territorial travaillent encore énormément sur ces groupes. Aujourd'hui, ils sont surveillés. J'aimerais justement qu'on quand on les regarde, dissout, on ne peut plus les surveiller. ce tweet de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, voilà ce qu'il dit. Je me constitue partie civile pour connaître le projet d'assassinat de l'extrême droite contre moi. Pourquoi m'avoir laissé une fois de plus sans alerte? Jusqu'à quel point un projet d'assassinat ne concerne pas sa cible? Ça suffit. Alors il s'en prend au gouvernement et il fait référence à un article de Politis qui a été publié hier, où on apprend, Dominique, que 4 personnes, dont un gendarme, vont comparaître en juin devant la cour d'assises de Paris pour des projets d'attentats liés à l'extrême droite. De quoi il s'agit précisément? Absolument. Ben, c'est des gens qui avaient des intentions, alors on va faire attention parce que l'affaire n'est pas jugée, qui avaient des intentions, des projets armés pour s'en prendre à des personnes politiques dont ils n'avaient pas les idées. Donc pour que ça aille jusqu'aux assises, ça veut dire que le dossier est constitué, on n'a pas vu leurs avocats, on ne sait pas encore jusqu'où ça peut, les sanctions peuvent tomber, mais ça veut dire, encore une fois, qu'il existe des groupes dangereux, et ça n'est pas le seul. Ces 4-là, ce n'est pas les seuls. On avait révélé sur BFM TV l'an dernier l'arrestation d'une équipe de 7 ou 8 personnes. Voilà. Le Parisien a fait aussi un sujet il n'y a pas très longtemps là-dessus. Il y a beaucoup de groupes de personnes qui se marginalisent, qui s'extrémisent, qui s'arment, qui ont parfois un peu les mêmes profils. Il y a un ancien gendarme, un ancien militaire, voilà, qui ont un profil particulier et qui vont préparer ou imaginer en tout cas des coups, mais des coups, voilà, qui vont être médiatiques, qui vont être repris par tout le monde. Et le problème, vous l'avez parfaitement dit, c'est que à chaque fois qu'on dissout un groupe, que le ministre de l'Intérieur, celui-ci ou d'autres avant lui, vont dissoudre un groupe, eh bien ces gens-là repartent dans la nature, s'installer dans d'autres groupes, en créer d'autres, et c'est difficile de les suivre. Merci beaucoup Dominique Rizet. J'étais trop long. Légèrement. J'ajoute juste une précision sur ce procès qui aura lieu en juin. C'est le premier dossier terroriste d'extrême droite qui va être jugé aux assises. Jusqu'à présent, c'était en correctionnel. C'est la première fois que ce sera jugé en cour d'assises. Merci beaucoup à tous les 4. C'est Maxime Switek qui prend la suite et ce débat aura bien évidemment l'occasion d'être prolongé. Bonne soirée à toutes et à tous.